Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Game Next Door. Alors aujourd'hui on va parler de pas mal de trucs, mais toujours à travers le prisme de la rejouabilité. Bien sûr cet épisode fait suite à celui sur la durée de vie, car il faut bien admettre que la notion de rejouabilité y est beaucoup liée, et on ne parlera donc ici que de jeux solo. Ainsi, si la durée de vie d'un jeu représente le temps approximatif qu'il faut pour en voir la fin, la rejouabilité représente le potentiel d'un jeu à être refait. Et contrairement au cinéma ou en littérature, c'est un critère important aux yeux des joueurs. En effet, s'il semble malhonnête de juger un livre ou un film sur le fait qu'il soit regardable ou lisable une nouvelle fois sans être ennuyant, pour ce qui est du jeu vidéo, de nombreux amateurs considèrent que la fin du jeu ne doit pas signifier la fin de l'expérience. Et pour comprendre ce raisonnement, il faut remonter un peu dans le temps. Un temps que les moins de 20 ans peuvent peut-être connaître, ça dépend en fait. Car si aujourd'hui tout est accessible et instantané, que l'on obtient un jeu en 2-3 clics sur Steam ou sur le PSN, et que tout cela démarre dans quelques heures au plus après l'achat et le téléchargement, il était une époque où obtenir un jeu était un événement. Moi déjà j'habitais à la campagne, fallait sortir la voiture, se garer en ville, fallait que je motive ma mère. Et puis forcément l'achat d'un jeu c'était avant tout une phase de négociation. Expliquer que oui, vous aviez vraiment besoin de ce jeu parce que Romain il y joue et que c'est trop cool et qu'en plus on est en avril et que le dernier jeu que vous avez eu c'était pour Noël. En 2015 j'ai dû jouer à 25 jeux. À 11 ans, si j'en jouais 10, c'était déjà énorme. Et c'est ainsi que le critère de la rejouabilité s'est imposé. Comme on avait assez peu de jeux, il fallait qu'ils offrent un contenu assez dense et intéressant pour mériter d'être rejoué. Parce que sinon, on se sentait enfloué. Quand t'avais économisé 400 balles pour payer un jeu et que pour ça t'avais vendu la moitié de ta ludothèque, il y avait intérêt à avoir un peu de gras. Les jeux les plus anciens, étant très simples à cause de leur manque de capacité, étaient surtout centrés sur le gameplay. Un jeu était bon parce que son gameplay était bon. C'est bien de ça qu'est né le jeu vidéo, dans un esprit ludique, au même titre que les jeux de plateau. Ouais, le solitaire, il y a plutôt une bonne rejouabilité quand même. Ainsi, les premiers jeux consoles hérités de l'arcade étaient joués et rejoués, et cela était dicté par la consommation. Parce que d'un côté, il fallait que ça soit rentable pour les éditeurs, mais aussi pour que le consommateur ait ce sentiment d'en avoir pour son argent. Ainsi, au même titre que la durée de vie, la rejouabilité semble être un critère de consommateur. Back F, come on man, let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Pourtant, ce concept de rejouabilité prend un nouvel intérêt quand il s'immisce dans un débat encore bien actuel qui questionne les fondements même du jeu vidéo. T'as vu, ça fait bien culturel comme phrase, hein. Comme nous le disions dans la durée de vie, avec l'apparition de la sauvegarde et un peu plus tard de la 3D, les jeux ont gagné en longueur mais aussi en ambition scénaristique. L'art de la narration s'est immiscé discrètement mais sûrement dans le jeu vidéo. Ainsi, le média s'est enrichi de scénarios, car s'il ne se contentait au départ que d'une vulgaire mise en situation via du texte, ou de prétextes scénaristiques bateaux et clichés tels que l'éternel sauvetage de la demoiselle en détresse, chère à Anita Sarkeesian, il s'est étoffé au fil du temps grâce à des créateurs et auteurs aux ambitions bien plus grandes. Des ambitions qui seront servies par le progrès technique de la 3D, offrant à ses créateurs les fameuses cinématiques et des mises en scène toujours plus complexes, le plus souvent inspirées de ce qui se faisait au cinéma. Spielberg était d'ailleurs le scénariste du premier Medal of Honor. Mais bon, il y a déjà plein de chroniques YouTube là-dessus, donc on va pas aller plus loin. Mais le fait que la narration prenne de plus en plus de place dans les jeux ne fait pas que des heureux. Le fameux débat ludologue versus narratologue. Pour éviter de s'en mêler les pinceaux et de partir dans des explications vaseuses, on peut résumer les choses ainsi. Les ludologues pensent que le jeu est le moteur qui fait avancer l'histoire, alors que les narratologues pensent que c'est l'histoire qui fait avancer le jeu. Pour les ludologues, la priorité c'est jouer, et pour les narratologues, c'est raconter. Un débat intéressant qui met la lumière sur certains aspects du jeu vidéo et de ses joueurs. Bon après c'est quand ils commencent à avoir des pro-machins, pro-trucs que ça pue un peu. Parce que n'en déplaise à certains, le jeu vidéo n'a jamais eu besoin d'histoire pour exister. De Pong à Rocket League, en passant par Smash Bros, ces jeux qui catalysent tout ce qu'on pourrait attendre d'un jeu vidéo ne s'embarrassent pas de narration. Et pourtant ça marche. Mais ces derniers temps, vous l'avez remarqué, de nombreux jeux se sont plus focalisés sur leur narration que sur leur gameplay. Si on a bien sûr envie de mentionner David Cage, notre petite diva nationale du jeu vidéo et ses productions pleines d'émotions et de QTE, on pensera bien sûr aussi au jeu Telltale. Si la boîte était historiquement faiseuse de point and click, elle a par la suite mis au point une nouvelle recette de jeu centrée sur la narration et les choix. Ouais, enfin les choix, tout est relatif. Puis à d'autres créateurs et studios de leur emboîter le pas dans cette quête de narration, on pensera à The Stanley Parable, Everybody's Gone to the Rapture, ou plus récemment Life is Strange, d'ailleurs élu jeu de l'année sur Sens Critique. Et vous me direz, c'est bien joli tout ça, mais on n'était pas supposé parler de rejouabilité ? Eh bien justement, c'est là que ça coince. Est-ce que cette tendance des jeux narratifs ne vient pas empiéter sur la rejouabilité ? Car si l'intérêt ne réside que dans l'histoire, pourquoi alors rejouer ? Peut-on dire qu'on va se faire une partie de The Wolf Among Us ? Est-ce que ce serait pas un peu comme se dire qu'on va se faire une partie de Breaking Bad ou de Banshee ? Il y a quelque chose qui sonne faux. Et c'est pour ça que cette rejouabilité vient questionner les fondements du jeu vidéo. Est-ce qu'un jeu qui n'aurait absolument aucun intérêt à être rejoué est vraiment un jeu ?
Et dans JV le Mag, il y avait un billet extrêmement juste sur les spoilers. L'idée était de dire que si un jeu pouvait perdre l'intérêt d'être joué si on vous racontait une partie de l'intrigue, c'est qu'il y a un souci. Si je peux vous gâcher tout un jeu simplement en vous racontant un twist, c'est que ce jeu ne doit définitivement pas se reposer sur du gameplay. Et bien sûr, on ne mettra pas les Telltale et des jeux comme Her Story ou The Stanley Parable dans le même panier. Car si les premiers s'apparentent clairement à une expérience proche du binge-watching de série, les deux autres proposent un découpage et une manipulation de la narration inédits. En revanche, on s'accordera pour dire que ce ne sont pas des jeux qui brillent par la profondeur de leur gameplay, mais qui trouvent un intérêt dans la façon dont est racontée l'histoire. Et c'est là que les let's play sont intéressants. Si en regardant quelqu'un finir un jeu, vous ne voyez pas l'intérêt de vous lancer dedans, on est en droit de se demander quel est vraiment le potentiel ludique de la chose. Scénario et rejouabilité ne sont pourtant pas incompatibles, et si l'on passe sur l'illusion des choix qui finissent tous à peu près à la même conclusion, la narration peut passer aussi par le gameplay. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec des jeux qui se racontent par leurs actions. Ainsi que cela soit dans Dishonored ou dans Deus Ex, votre manière d'approcher le jeu aura un impact différent sur l'histoire de celui-ci. Et même si bien sûr les conséquences narratives sont moindres, on ne changera pas fondamentalement le jeu, c'est dans l'écriture des quêtes et des personnages qu'on viendra saisir les nuances qui enrobent le tout. Et ce qui active ça, c'est votre façon de jouer. Et parce que l'on peut jouer de manière radicalement différente, ces jeux sont souvent cités comme des exemples de rejouabilité. Ne tuer personne ou tuer tout le monde n'aura pas le même impact parce que ce ne sera pas le même jeu. Dans Deus Ex Human Revolution par exemple, l'approche furtive vous forcera à exploiter le level design, alors qu'en bourrin, ce seront vos compétences guerrières et donc le système de combat qui vous feront avancer. Et puis dans le cas des jeux à différentes approches, il est difficile de ne pas mentionner le désormais fameux Undertale. Car au-delà de toute hype et autres élections du meilleur jeu de l'univers de mes deux, il faut reconnaître que s'il y a du génie dans Undertale, c'est bien dans sa manière de raconter son histoire par son gameplay et par les actions du joueur. Et la musique bien évidemment. Dans les quelques secondes qui suivent, nous allons micro-spoiler Undertale, et ce pour appuyer notre propos. Si vous êtes un tatillon du spoil, rendez-vous au temps indiqué. Sinon c'est cool, restez. Voilà. Tuez tout ce qui se retrouve sur votre chemin et vous serez traité comme la pire des enflures. Soyez avenant et diplomate et vous aurez à peine à sortir votre épée. Undertale est la preuve que les choix narratifs peuvent être des conséquences des choix ludiques du joueur. Est-ce qu'on peut alors dire qu'Undertale, jeu d'un seul homme, donne une leçon à toute une tripotée de studios adeptes de l'émotion comme argument marketing? Je vous laisse juger. Oh my god, this is... Oh my god, this is... Undertale offre donc une vraie rejouabilité, tant votre manière d'aborder les choses changera l'aventure. Et quand il en vient au jeu de celui qui a la plus grande rejouabilité, ce sont les roguelites qui s'imposent comme référence. La rejouabilité infinie, voilà ce que nous proposent humblement ces jeux. Les roguelikes, ou roguelites, pour les plus tatillons d'entre nous, reposent sur la génération procédurale. Les environnements du jeu sont générés plus ou moins aléatoirement à chaque nouvelle partie ou nouveau niveau. Alors évidemment, l'aléatoire, ça se marie moyen avec narration maîtrisée. À l'opposé des jeux narratifs, les roguelikes se focalisent sur le gameplay face à l'aléatoire, et bien souvent une difficulté rehaussée pour faire durer le plaisir. Ils sont en quelque sorte les héritiers les plus légitimes de l'arcade. Et c'est d'ailleurs cette difficulté liée à l'imprévu qui vient donner une bonne durée de vie à ces jeux, parce qu'ils sont rejouables. Et oui, car tous les sujets de Game Next Door se recoupent, on est dans le turfu. Le souci ici est forcément le level design, car si les niveaux sont générés souvent dans l'amplitude de prédéfinition, il n'empêche que pour insuffler cet imprévu si caractéristique au roguelike, il faut parfois lâcher un peu de mou à la machine. Et la machine, dans sa grande impartialité, peut être aussi cool que pute. On pourra donc tout à fait se farcir des runs avec une main dans le slip que s'en prendre plein les dents dès la première seconde. Et ce qui aura le don de décourager certains, viendra aussi en happer d'autres qui passeront plusieurs centaines d'heures pour découvrir les items du soft. Il y en a, tu leur files un DLC de The Binding of Isaac, seraient capables d'organiser leur propre mort pour y jouer. Et depuis Spelunky, le renouveau du roguelike jouit d'une popularité qui ne s'est pas tarie. Invisible Inc, Nuclear Throne, Downwell, voilà quelques exemples de jeux dont la génération procédurale offre une rejouabilité infinie. En tout cas jusqu'à ce qu'on se lasse des mécaniques du jeu. Et ce qui semblait être une simple mode est devenu une vraie manière de construire un jeu.
Car si nous n'avons pas encore vu beaucoup de générations procédurales chez les AAA, du côté des indés elle est très populaire. Mais malgré la qualité effective de nombreux de ces jeux, les plus aigris d'entre nous pourront y voir un manque de créativité, pour des pseudo-développeurs voulant vendre un jeu uniquement basé sur une idée de gameplay et recycler le tout à l'infini pour donner l'illusion d'un contenu. Mais ne soyons pas trop médisants à l'avance, pour l'instant on va dire que c'est bien. I've got Incognita. Decadent International are on their way. Get to the roof. I'll cover you. Les roguelikes et les jeux narratifs sont deux extrêmes qui nous montrent à quel point la diversité des jeux est grande. Et je crois que 2015 a vraiment été une année charnière en ce sens-là. Parce qu'à bien y regarder, au-delà de la quantité assez incroyable de jeux qui sont sortis cette année, et au-delà de leur qualité que je me garderai de juger, c'est bien par la variété des expériences qu'elle a proposées que cette année a tant brillé. Et on en est arrivé à un point dans l'histoire du média jeu vidéo où la même année t'as des trucs comme Bloodborne et Her Story. Le seul point commun entre ces deux jeux, c'est peut-être qu'il y a un écran. Et en s'amusant à faire ces petits couples d'opposition, on se rend compte de la pluralité du jeu vidéo. Life is Strange et Splatoon, Fallout 4 et Undertale, The Witcher 3 et Rocket League, Metal Gear Solid 5, Downwell, Invisible Inc. et Arkham Knight. Tous ces jeux sont sortis cette année et il y en a forcément un dans le tas qui vous a marqué. Et bien sûr, j'en oublie. Mais s'il fallait résumer 2015, je dirais que cette année nous a prouvé qu'il y a encore beaucoup à attendre du jeu vidéo. D'ailleurs, on compte plus les projets qui devaient sortir en 2015 et qui ont été repoussés à 2016 ou 2017. C'est normal qu'ils aient été repoussés, il n'y aura même pas eu la place pour eux. Nous avons atteint ce point où l'offre est tellement variée qu'il nous faut accepter qu'on n'aura jamais le temps de tout jouer, de profiter de toutes les expériences qui nous seront apportées par le média. Et ça fait du bien. Et oui, c'était un peu le cas avant, mais cette année ça m'a sauté aux yeux, il y avait vraiment beaucoup de trucs cool. Non, ok, c'est mignon, mais la rejouabilité, c'est quand même le titre de la vidéo. Eh ben, est-ce qu'elle a encore beaucoup de sens cette rejouabilité ? En tant que concept, elle nous a permis de voir à quel point les jeux étaient différents et variés. Mais de par cette variété, peut-elle être encore un critère discriminant si nous ne trouvons pas assez de temps pour tout jouer, ou trouver alors celui pour rejouer ? D'ailleurs, pour être honnête avec vous, on ne rejoue que très peu à nos jeux chez Game Next Door. Il n'y a que quelques élus qui trouvent grâce à nos yeux avec le poids des années. Et dans ces moments-là, il n'est plus question de juger la profondeur d'un gameplay, de mesurer le génie d'un level design ou d'évaluer la grandeur d'un univers. Il s'agit simplement de nous replonger dans des œuvres qui nous ont marqués et font ce pourquoi nous aimons le jeu vidéo. Et qu'il n'a rien à envier à la littérature ou au cinéma dans le cadre des œuvres qui nous enrichissent. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre temps. Merci à tous ceux qui ont mis un petit peu de lumière sur nous, on est accueillis ici avec beaucoup de bienveillance, donc c'est très cool. Si vous voulez des DLC gratuits de Game Next Door, suivez-nous sur Twitter, @GameNextDoor, tout simplement, on réagit un petit peu à l'actu, on vous raconte un peu ce à quoi on joue. Au niveau du rythme, ça va être à peu près un mardi sur deux à 19h, donc rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau format, j'espère qu'il vous plaira, parce qu'on le fait avec amour, et en attendant, portez-vous bien et cœur sur vos manettes.